Le Tour de France, c'est 3500 km de sourire. Je crois que cette phrase résume assez bien le Tour de France, mais en même temps je pense qu'elle en oublie quelques détails. Je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous avez au moins entendu parler une fois du Tour de France, que ce soit lors d'un repas de famille, ou un après-midi chez papy et mamie, ou encore à la télé, ou même pour les plus voyageurs d'entre nous, à la radio. Si vous n'avez pas encore compris comment ni pourquoi le Tour de France avait un impact si important sur autant de générations et autant de monde, laissez-moi vous expliquer. Tout commence en 1903. L'année où Henri Desgranges décide de lancer la première édition du Tour de France, année marquée par la victoire de Maurice Garin. Le Tour acquiert directement un succès du fait de sa popularité. Et oui, contrairement à de nombreux autres sports, ici, c'est les sportifs qui viennent aux spectateurs, pas l'inverse. Ce qui fait que chaque année, tous les fans espèrent voir les coureurs passer devant chez eux. En 1919, lors du premier tour après la guerre, est créé ce qui deviendra l'emblème du Tour de France, le maillot jaune. Si vous avez déjà entendu parler du Tour de France, on vous a forcément parlé du maillot jaune. Un maillot qui semble banal vu de loin, un simple bout de tissu d'une couleur jaune pétante avec quelques sponsors. Mais voilà, ce maillot, il a changé la vie, la carrière de nombreux coureurs. Ce maillot, il démarque le premier du classement général des autres coureurs et est devenu un mythe au fil des années. Certains en rêvent toute leur vie. Les autres qui l'ont déjà porté ne rêvent que d'une chose, le porter une autre fois. Comme dirait Pietro Santini, couturier en charge du maillot jaune, le maillot est le trophée de la course la plus mythique du cyclisme. Forcément, si le maillot et le Tour ont une telle renommée, c'est parce que des légendes ont écrit son histoire au fil des années. Des légendes qui ont honoré le maillot comme si c'était une partie de leur corps, les légendes du Tour de France. Sur le Tour de France, il existe 4 des grandes légendes du cyclisme, un cercle extrêmement fermé qui ne s'est pas agrandi depuis 1995. Le grand cercle de ceux qui ont remporté 5 fois le Tour de France. Un exploit, voire un miracle quand on voit la difficulté de l'épreuve. Dans ce top 4, il y a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, que beaucoup considèrent comme le meilleur cycliste de tous les temps, Bernard Hinault, dernier français vainqueur du Tour, et Miguel Indurain. Ces 4 légendes ont transformé un simple bout de tissu en véritable icône du sport. Ce record de 5 Tours de France, certains s'en sont approchés comme Christopher Froome, arrivé à 4 Tours de France, mais alors qu'il était prêt à aller chercher un 5e tour, celui qui le ferait entrer dans l'histoire, une terrible chute quelques mois avant l'épreuve l'empêcha de réaliser l'exploit, comme si le destin protégeait ce record. Un autre a pour le coup réussi l'exploit, d'arriver à 7 Tours de France, un certain Lance Armstrong, mais qui fut déchu de ses victoires après avoir avoué s'être dopé. D'autres coureurs ne l'ont jamais porté, mais en ont marqué sa légende, comme Raymond Poulidor, qui est même entré dans le dictionnaire comme étant l'éternel second. Heureusement, son petit-fils, Mathieu Van Der Poel, a réussi à clore l'histoire en portant le maillot jaune. Voilà, des légendes qui depuis plus de 100 ans se sont succédées pour écrire la grande histoire du maillot jaune et avec lui celle du Tour de France. Bon, je vous ai un peu parlé du maillot jaune, laissez-moi vous parler des différents maillots distinctifs. Plusieurs maillots distinctifs. Le maillot jaune, comme je vous l'ai expliqué, récompense le premier du classement général du Tour. Il est calculé par rapport au temps mis par chaque concurrent pour terminer les différentes étapes. Les écarts entre les coureurs sont pris à chaque fin d'étape, ce qui fait que celui qui ramène le maillot à Paris, donc à la fin du Tour de France, est celui qui a parcouru l'ensemble des étapes le plus rapidement. Le maillot blanc ou meilleur jeune. Le maillot blanc récompense le coureur ayant moins de 25 ans le mieux classé au général. Il se calcule de la même manière que le maillot jaune, sauf que seuls les coureurs de moins de 25 ans sont classés. Le maillot à poids du meilleur grimpeur. Ce maillot est décerné au meilleur grimpeur. Lors du tracé du parcours, certaines ascensions de col ou de montées difficiles sont répertoriées en fonction de leur difficulté. Chaque difficulté attribue un certain nombre de points aux coureurs franchissant le sommet en premier. La majorité des ascensions offre des points pour le 2e, 3e jusqu'au 8e coureur pour les cols les plus difficiles. Vous l'avez donc compris, le coureur avec le plus de points cumulés au cours des différentes étapes porte le maillot à poids. Certaines ascensions finales où l'arrivée se dispute peuvent avoir les points doublés par rapport à leurs difficultés. Pour voir les difficultés, chaque ascension, il suffit de regarder les petites gommettes rouges sur le profil de l'étape. Voici le barème de points en fonction des difficultés. Le maillot vert du meilleur sprinter. Ce maillot est porté par le meilleur sprinter du Tour de France. Un sprint, vous en avez sûrement déjà vu. Mais mieux vaut réexpliquer un peu pour être sûr et surtout parler un peu technique. Mais n'ayez pas peur, ça sera pas trop compliqué. Un sprint, c'est lorsque l'entièreté du peloton ou un groupe assez conséquent de coureurs lutte afin de franchir la ligne d'arrivée en premier. Sauf que certaines équipes se sont spécialisées dans la mise en place du sprint afin d'avantager leurs coureurs leaders. C'est pour ça que lors des étapes dites de plaine avec une arrivée sur du plat, vous pouvez observer la mise en place de trains dans les 10-15 derniers kilomètres avant l'arrivée. Un train, c'est une équipe qui a littéralement créé une fusée avec chaque coureur représentant un étage de la fusée pour mettre en orbite le leader. Souvent, ces leaders d'équipe de sprint sont considérés comme des gladiateurs, prêts à risquer leur vie pour gagner une étape et des points pour le maillot vert. Car oui, à chaque arrivée de plaine, les points sont distribués pour le maillot vert. Des points sont aussi attribués lors de sprints intermédiaires placés par l'organisateur au milieu de l'étape. Il y en a souvent un ou deux par étape.
Ces sprints intermédiaires permettent de gagner des points pour le maillot du meilleur sprinter. Voici les barèmes des points accordés pour ce maillot. 2 autres classements existent mais elles sont moins visibles. Le plus combatif, c'est un classement arbitré qui décerne le titre du coureur le plus combatif de l'étape. Souvent c'est soit un coureur parti dans l'échappée toute la journée, soit un coureur qui a souffert d'une chute et qui s'est battu pour passer la ligne d'arrivée. Malheureusement, comme c'est arbitré, il n'existe pas de barème de points. Le plus combatif de chaque étape apparaît le lendemain avec un dossard rouge. Un autre classement est celui de la meilleure équipe. Comme pour le classement général ou le maillot blanc, ce classement est défini par le temps des coureurs. Ce classement additionne le temps de chaque coureur de chaque équipe pour savoir quelle est l'équipe qui a été la plus rapide. Les coureurs de l'équipe en tête du classement portent un casque jaune très reconnaissable dans le peloton. Maintenant que les différents classements n'ont plus de secret pour vous, parlons de cette édition 2025. Qui annonce un duel qui risque de rentrer dans la légende du Tour de France. Un duel entre deux des plus grands coureurs du moment, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Le premier, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur Paris-Roubaix, est le phénomène du cyclisme mondial. Chaque course où il s'inscrit, on sait qu'il jouera la victoire. Tadej, il a déjà remporté 3 Tours de France, en 2020, 2021 et 2024. Et plus les années avancent, plus on se dit que le Slovène va rentrer dans le club des coureurs aux 5 Tours de France. Mais pour cela, il lui reste un petit bout de chemin à parcourir. Tadej, il a fait un très grand début de saison avec de nombreuses victoires sur des courses d'un jour. Sauf que toutes ces courses de début de saison peuvent l'avoir fatigué. Jonas Vingegaard a une carrière différente de Tadej Pogačar. Détecté sur le tard par son équipe, en 2018, Jonas Vingegaard était encore poissonnier et cycliste amateur. Mais voilà. Une fois passé professionnel, le Danois se révèle et son talent est alors reconnu de tous, au point qu'il arrive sur les routes du Tour en étant un outsider, coureur pouvant gagner mais n'étant pas le favori. En 2022, il réalise l'exploit de remporter le Tour de France, devant un certain Tadej Pogačar. Dès lors, les deux hommes ne vont plus se perdre de vue sur les routes du Tour. L'année d'après, il réitère l'exploit en remportant son 2e Tour de France, toujours devant le Slovène. En 2024, Jonas est victime d'une lourde chute en début de saison autour du Pays Basque. Cette chute ne lui permettra pas de revenir à un assez bon niveau pour le Tour de France. Pogačar va donc s'offrir le Tour sans réel concurrent. Mais cette année, tout est revenu à la normale. Tadej n'a jamais été aussi fort. Jonas, lui, a montré quelques faiblesses lors du Critérium du Dauphiné, mais au vu des premières étapes du Tour de France, il semble revenu à son meilleur niveau, prêt à lutter auprès de Pogačar. Mais un troisième homme pourrait se mêler à ce duel légendaire, un certain Remco Evenepoel, un Belge de 25 ans qui est donc inscrit dans le classement du maillot blanc. L'an dernier, Remco a terminé 3e du Tour de France derrière Tadej et Jonas, mais voilà. Remco s'améliore d'année en année. Il sort d'une saison exceptionnelle avec 2 titres olympiques à Paris et un titre de champion du monde de contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est la spécialité de Remco. Un contre-la-montre, c'est une épreuve où le coureur est seul, où il doit gérer son effort pour arriver le plus vite à la ligne d'arrivée. Et Remco, sur cet exercice, il excelle. Il est le meilleur du monde. Et cela lui permet de gagner de précieuses secondes sur les 2 ogres, Tadej et Jonas. Donc, même s'il semble un peu moins fort, Remco reste un concurrent très sérieux pour décrocher la victoire finale. C'est pour ça que le Tour de France 2025 s'annonce mythique. 3 coureurs déjà entrés dans l'histoire du cyclisme qui veulent juste une chose, ramener ce maillot jaune à Paris. Vingegaard pourra aussi compter sur son équipe légèrement supérieure à celle de Pogačar après l'abandon de Joao Almeida en début de Tour de France. Pourquoi aime-t-on tant le Tour de France ? 3500 km de sourire, c'est la phrase de l'organisateur du Tour de France. Et comme je l'ai dit plus tôt, je trouve qu'il manque quelque chose. 3500 km de sourire pour tous les fans, de voir des sportifs si proches de soi. Mais le Tour, c'est aussi des larmes, quand son coureur préféré chute ou abandonne. C'est de la souffrance pour tous les coureurs. Car aussi surentraîné qu'il soit, enchaîner 190 km de vélo tous les jours pendant 23 jours avec 2 journées de repos, cela laisse des traces sur l'organisme. Le Tour, ça peut être aussi de la colère, de voir son coureur préféré perdre. C'est ça le Tour de France. Un rassemblement de tous ceux qui aiment le sport, mais aussi vivent des émotions fortes. Le Tour, c'est 3 semaines où tous les rêves sont permis. L'effort de 190 coureurs permet le partage entre les générations, un héritage laissé par ceux qui ont écrit les premières lettres de l'histoire du Tour de France. Attends, la vidéo est pas complètement terminée. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous remercier, vous qui regardez cette vidéo. Ma dernière vidéo sur l'exploit du Johan Zarco a dépassé les 100 vues, et ça c'est grâce à vous. Honnêtement, en diffusant ces vidéos, je pensais faire seulement une dizaine de vues, mais voilà. Grâce à vous qui avez regardé et partagé mes vidéos, celles-ci ont atteint les 100 vues, alors merci pour tout. Et n'hésitez pas à partager celles-ci aussi, merci.